Ma femme m'a fait arrêter. Il est dangereux, a-t-elle crié au policier. Au poste, j'ai passé mon unique coup de fil. Le chef de la police en personne entra. Libérez-le, immédiatement. Il fixa ma femme du regard. Madame, vous venez de commettre une grave erreur. Mais qui croyez-vous avoir affaire? Chapitre 1. L'arrestation. C'était censé être un samedi matin tranquille. Je venais de faire du café et d'aller arroser les roses, comme tous les week-ends depuis 9 ans. C'est alors que j'ai entendu le crissement des pneus, 3 voitures de police, des uniformes qui en sortaient, armes au poing. Haut les mains. Immédiatement. Perplexe, j'ai obéi. Je n'ai même pas posé de questions, pas avec des fusils d'assaut braqués sur moi. Ma femme, Claire, se tenait sur le perron, vêtue d'un peignoir de soie, en proie à des sanglots hystériques. Il est dangereux, hurlait-elle. Il a menacé de me tuer hier soir. S'il te plaît, j'ai tellement peur. Je la fixai, abasourdi. Jamais, durant notre mariage, je n'avais levé la main sur elle, jamais je n'avais même élevé la voix, si ce n'est par frustration. Et pourtant, la voilà, jouant la victime comme une actrice chevronnée. Les menottes étaient serrées et froides. Alors qu'il me poussait sur la banquette arrière, nos regards se sont croisés. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une panne. C'était planifié. La gare. Ils m'ont pris mon téléphone, ma ceinture, ma dignité. L'agent au poste a marmonné quelque chose à propos de menaces conjugales. Je n'ai rien dit, je n'ai pas crié mon innocence, j'ai juste demandé à pouvoir passer un appel. Ils m'ont donné le téléphone. Et j'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis 5 ans. La voix qui a répondu était grave, calme, menaçante. J'espère que cette réplique en vaut la peine. C'est moi, ai-je dit. Elle l'a enfin fait. Silence. Alors, où êtes-vous? Au centre de détention du comté. Restez où vous êtes. Il raccrocha. 10 minutes plus tard, le silence se fit dans toute la station. Soudain, tous les agents se redressèrent. La porte s'ouvrit alors. Et le chef Raymond Keller en personne entra, médaille sur la poitrine, le regard glacial. Tous les officiers s'écartèrent. Il s'est dirigé droit vers le sergent de service. Relâchez-le. Le sergent cligna des yeux. Monsieur, maintenant. Et je veux que la femme qui a porté plainte soit amenée. Ils m'ont immédiatement détaché, les mains tremblantes. Le chef Keller s'est tourné vers moi et m'a dit, mon garçon, allez attendre dans ma voiture. Je m'en occupe. Puis, d'une voix qui a glacé tout le commissariat, il a ajouté, Madame, vous venez de commettre une grave erreur. Mais qui croyais-tu avoir affaire? Chapitre 2. Qui j'étais? Assise à l'arrière du SUV noir banalisé du chef Keller, la trahison me saisit enfin. Je regardais par la fenêtre, observant mon reflet se brouiller sous les gouttes de pluie qui ruisselaient sur la vitre. La gare bourdonnait derrière moi. Ma femme, ou plutôt celle qui avait été ma femme, était à l'intérieur, persuadée d'avoir gagné. Elle n'avait aucune idée de qui elle tentait de détruire. Parce que je n'avais pas toujours été ce type qui taillait les roses et buvait du café décaféiné. Ma vie d'avant. Avant la banlieue, avant Claire, je travaillais quotidiennement avec des gens comme Keller. Il y a 10 ans, j'étais membre d'une cellule de renseignement interagence, avec une habilitation de niveau militaire et une habilitation opération clandestine. Ma spécialité? Le contre-espionnage financier et la récupération d'actifs numériques. En clair, j'ai suivi des pistes financières que les criminels croyaient indétectables. Je connaissais tous les secrets inavouables de la mairie, tous les comptes offshore liés à des organisations criminelles. Quand je suis parti, ce n'était pas par fatigue. C'était parce que j'en avais trop vu, et parce que Keller me devait la vie après qu'une affaire ait failli lui coûter son insigne. Il m'a dit alors, si jamais tu as besoin d'un service, appelle-moi. Que ce soit 10 ou 20 ans, peu importe. Je suis là pour toi aujourd'hui. J'ai rentabilisé cette faveur. Le contexte. Claire n'avait pas toujours été froide. Quand nous nous sommes rencontrés, elle était aimable, déterminée et chaleureuse. Mais une fois que j'ai quitté le monde du spectacle et que nous avons adopté une vie plus tranquille, quelque chose a changé. Elle voulait plus. Plus de faste. Plus riche. Plus fort. Et je ne lui accordais plus ça. Au cours de l'année écoulée, j'ai remarqué les signes. Les nuits blanches. Le téléphone verrouillé. Ces textos secrets. Je ne l'ai pas confronté. Je me suis contenté d'observer. J'ai rassemblé des preuves. Elle pensait que j'ignorais tout du second compte bancaire qu'elle avait ouvert sous son nom de jeune fille. Ou de ce type, un gestionnaire de fonds spéculatifs minable et transpirant nommé Carter, qui était venu la chercher à la salle de sport dans une BMW qu'il ne pouvait pas se payer. Elle trompait. Ça faisait mal.
Mais ça ne lui suffisait pas. Elle voulait tout. La maison. Les voitures. Ma pension. Et pour cela, elle voulait que je parte. Me faire accuser de violence conjugale? Ça lui aurait simplifié la procédure de divorce. Keller, le responsable de la réunion, s'est installé sur le siège passager. Il n'a pas démarré le moteur, il m'a simplement tendu un dossier. À l'intérieur, il y avait des photos, des images de surveillance montrant Claire et Carter en train de rire autour d'un verre, de faire un virement et de signer un document. Elle prépare ça depuis au moins 6 mois, dit Keller. J'ai mon homme sur elle depuis votre premier appel il y a quelques semaines. C'est suffisant. Plus que suffisant. J'acquiesçai lentement en refermant le dossier. Très bien, ai-je dit. Parce que je ne vais pas la laisser comme ça. Et après? Je prends tout, et je ferai en sorte que la dernière personne à qui elle mente, ce soit elle-même. Chapitre 3. La sortie fantôme au lever du soleil le lendemain matin, j'étais déjà parti. Pas de porte qui claque, pas de valise faite, pas de mot d'adieu. Juste le silence. Et le faible écho d'un homme qu'elle croyait avoir effacé de sa mémoire. Claire se réveilla dans une maison vide. Mon téléphone, mes clés et mon portefeuille avaient disparu. Le Range Rover. Disparu de l'allée? Son peignoir préféré, celui que je pliais toujours après la lessive, toujours accroché à la porte. Mais quelque chose avait changé. Toute la maison semblait étrange. La disparition. En réalité, j'avais passé toute la nuit précédente à exécuter un plan que j'avais préparé pendant des semaines. Mon nom a été retiré de tous les comptes joints. Mes biens, y compris 2 propriétés dont Claire ignorait même l'existence, ont été transférés dans une fiducie révocable. Toutes mes cartes de crédit, annulées. Les factures d'électricité, l'assurance auto, même Internet, tout était à mon nom, et maintenant coupé. À 3 heures du matin, la maison pour laquelle elle s'était embattue n'était plus que 4 murs, sans chauffage et un vide abyssal. Je n'ai pas seulement quitté Claire. Je l'ai ghostée, financièrement, numériquement et émotionnellement. Plus aucune trace. Elle a essayé de m'appeler, j'ai vu les historiques plus tard, des dizaines de tentatives. Bloquée. Elle a envoyé des emails, des SMS, elle a essayé de contacter mes amis, mais j'avais déjà prévenu les personnes concernées, fermé mes comptes sur les réseaux sociaux et même fait rediriger mon courrier. Légalement, elle ne pouvait rien faire. Keller avait même fait appel à une équipe d'avocats discrète, spécialisée dans les recouvrements de patrimoine importants lors de divorces. Ils ont agi en silence, gelant les avoirs, déposant des injonctions et préparant une surprise pour elle. La boîte que j'avais laissée derrière moi. Avant de partir ce soir-là, j'ai laissé une chose sur la table à manger. Une petite boîte. Emballée. Avec un ruban noir. À l'intérieur, une clé USB contenant des copies de ses messages avec Carter, des relevés bancaires prouvant qu'elle avait détourné des fonds de mon compte de retraite, des photos d'elle falsifiant ma signature sur des documents de propriété, et un simple mot manuscrit. Tu as essayé de m'enterrer. Tu aurais dû t'assurer que j'étais mort. C'est le choc. À 10h23, Claire m'a appelé une dernière fois. Elle ignorait que la conversation était enregistrée. L'équipe de Keller écoutait la conversation, en vue de constituer un dossier. Elle a crié, elle a sangloté, elle a proféré des menaces, puis elle a supplié. Vous ne pouvez pas faire ça. Je n'ai rien. Carter m'a quitté. Il a dit que tu l'avais fait fuir. S'il te plaît, parle-moi. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, mais c'était allé trop loin. Elle a tout détruit, notre mariage, ma réputation et son propre avenir. Je lui ai juste murmuré, tu le paieras demain. Clic, chapitre 4, exécution publique. La salle d'audience était plus froide que je ne l'avais imaginé. Pas physiquement. La salle était bien éclairée et climatisée, mais émotionnellement, l'atmosphère était glaciale. J'étais assis à la table des plaignants, calme dans mon costume sombre, les doigts nonchalamment croisés. Claire entra, flanquée de son avocat, vêtue d'un manteau beige de créateur et de lunettes de soleil surdimensionnées, l'air d'une victime. Mais ce n'était plus elle qui jouait la comédie. Avant, elle répétait ses drames devant le miroir. Aujourd'hui, c'était la réalité qui tenait les rênes. Le coup d'envoi. Son avocat a tenté de donner le ton dès le début. Votre honneur, a-t-il dit, dégoulinant de suffisance, il s'agit d'un cas d'instabilité familiale, de manipulation et d'objection, a rétorqué mon avocat Keller d'un ton suave. Nous aimerions commencer par les preuves. Sur un signe de tête du juge, le véritable spectacle commença. Pièce à conviction A, l'affaire et la fraude. Tout d'abord, l'affaire. Pas le genre de liaison scandaleuse avec ses chuchotements et ses regards en coin, mais une liaison documentée, explicite et conservée numériquement. Keller projetait des messages sur l'écran. Échange de SMS entre Claire et Carter,
Date, photo, projet financier. Une fois la maison à moi, je la vendrai. On se la partagera et on disparaîtra. Il est trop bête pour le voir venir. Son avocat a protesté, invoquant une manipulation émotionnelle, mais sa requête a été rejetée. Puis sont apparus les faux documents. 3 signatures, prétendument les miennes, figuraient sur des documents transférant des fonds de retraite vers son compte privé. Un expert en écriture a confirmé qu'il ne s'agissait pas de la mienne. Claire a instrumentalisé l'amour, puis a commis une fraude grave avec le sourire. Pièce B, témoins et réputation. Ensuite, les témoins de moralité. 2 voisins ont témoigné avoir entendu Claire inciter leur fille à mentir aux policiers la nuit où elle m'a fait arrêter. Un ancien collègue a révélé que Claire avait utilisé mes relations professionnelles pour faire pression sur des fournisseurs et les contraindre à conclure des accords parallèles sans mon consentement. Même Carter, l'amant pour lequel elle m'a trompé, a témoigné sous assignation. Elle m'a dit qu'il mourait de chagrin. Il murmura qu'il était faible, tout en gardant les yeux baissés. Claire, à ce moment-là, était visiblement en train de s'effondrer. Ses lunettes de soleil avaient disparu, ses yeux étaient injectés de sang. Le verdict. Le juge n'eut même pas besoin d'une suspension d'audience. 2 heures plus tard, le jugement tombait. Tous les biens détenus en commun devaient être liquidés, et 80% me revenaient. Claire devait quitter les lieux immédiatement. Elle fut inculpée de fraude et d'outrage au tribunal. Une ordonnance restrictive fut prononcée, rétroactivement à la nuit de l'arrestation abusive. Le silence dans la pièce était assourdissant. Claire ne pleura pas. Pas encore. Elle murmura simplement « Comment est-ce arrivé ?» Le coup de grâce. Alors que nous quittions la salle d'audience, Keller lui tendit une dernière enveloppe scellée. À l'intérieur, une action civile pour atteinte à la réputation, perte de contrat et traumatisme psychologique. Elle était étayée par des rapports médicaux, des preuves de perte commerciale et une liste de clients prêts à témoigner. Claire avait rêvé d'un coup d'éclat médiatique. Elle l'obtenait, mais pas sous les feux de la rampe comme elle l'avait imaginé. Chapitre 5. La victoire silencieuse. C'est étrange comme le monde semble silencieux quand le bruit s'éteint enfin. Plus de procès, plus de mensonges chuchotés dans mon dos, plus de fausses excuses suivies de nouvelles trahisons. Un silence absolu. Mais pas un silence vide. Une paix méritée. Retour à la cabane. Je suis retourné à la cabane que j'avais abandonnée il y a des mois. Celle que Claire avait un jour qualifiée de simple boîte en bois inutile. C'était niché sous des pins bruissants, où le chant des oiseaux rompait le silence au lieu des sirènes. J'ai allumé un feu, je me suis assis, un verre de whisky à la main, les paroles du shérif résonnant encore dans ma mémoire. « Madame, vous venez de commettre une grave erreur. » Un message du chef. 1 semaine après la fin du procès, j'ai reçu un appel du chef Ramos. « Je voulais juste vous dire, m'a-t-il dit, que je n'ai jamais vu quelqu'un traverser l'enfer avec autant de maîtrise. » Je n'essayais pas de gagner, ai-je répondu. J'essayais juste de me souvenir de qui j'étais. Il marqua une pause. « Eh bien, je crois que vous l'avez trouvé. » Le dernier appel manqué. Claire a essayé de me contacter une seule fois après l'humiliation au tribunal. Un numéro masqué. Une messagerie vocale. Tremblante. Désespérée. Je vous en prie, je ne sais pas à quoi je pensais. J'ai tout perdu. Je pensais que tu serais toujours là, quoi qu'il arrive. Je me trompais. Je le comprends maintenant. Supprimer. Reconstruire ce qui compte. La plus grande blessure laissée par Claire n'était ni la trahison ni l'arrestation. Cela montait ma fille contre moi. Mais le temps fait des miracles. Un matin, alors que j'empilais du bois devant la cabane, j'ai entendu une voiture s'arrêter. Lily en est sortie. Ce n'était pas la petite fille que Claire avait manipulée, mais une jeune femme. Mal à l'aise. Incertaine. J'ai lu les transcriptions, dit-elle d'une voix douce. Maman a menti. Surtout. Je n'ai pas dit un mot. Elle s'avança. Papa, je peux rester ici quelques jours? Je veux juste me rappeler ce que c'est que la paix. La boucle est bouclée. La scène finale n'était pas explosive. Pas de yacht. Pas de tribunal. Ni larmes ni tonnerre. Juste 2 tasses de chocolat chaud. Un feu qui crépite. Un père et sa fille regardaient la neige tomber et recouvrir le toit de la cabane. J'ai souri. Toutes les guerres ne se terminent pas par des feux d'artifice. Certaines victoires sont discrètes, et cela suffit. Cette vengeance était-elle pleinement justifiée? Ou la tempête aurait-elle dû faire rage avec plus de violence? Donnez votre avis ci-dessous. Je lis tous les commentaires. Aimez cette publication si vous aspirez à la justice et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous à l'Histoire de Lorraine, car ici,
Les trahisons ne dorment pas. Elles traquent leur maître. Chaque ombre cache un règlement de compte. Chaque masque se brise. Et chaque trahison est punie. Restez vigilants. Restez inébranlables. Restez à l'écoute.